Eh bien, c'est parti. Hop, je te laisse zipper ta polaire. Bon. Salut Aurélien. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, très bien. Merci d'enregistrer cet avant-dernier épisode de l'année 2022 avec moi. Aujourd'hui, on va revenir dans un sujet un peu technique. Ça fait un moment qu'on n'en a pas fait de sujets explicatifs sur des grands mécanismes. Et donc aujourd'hui, on va parler d'hydrogène. C'est ton sujet de recherche, de travail principal. Écoute, pour commencer cet épisode, je te propose de me donner un peu ton image de la situation énergétique. Parfois, je demande un peu quel est ton sentiment par rapport à la situation climatique. Et avec toi, voilà, j'aimerais bien qu'on parle un peu de cette partie énergie. Quel est ton point de vue sur l'état actuel des choses ? Alors moi, mon point de vue, en tout cas, mes travaux de recherche sont essentiellement sur le domaine des transports, donc de la transition énergétique des transports. C'est essentiellement sous ce prisme-là que je vois la situation énergétique. Et dans le domaine des transports, en tout cas, en particulier sur la France, c'est le principal lieu que je regarde en termes de tendance. En tout cas, on a eu une augmentation des émissions qui a été très forte sur les dernières décennies, jusqu'à une sorte de plafonnement depuis le début des années 2000. Et on est sur des tendances de consommation énergétique et aussi d'émissions qui sont relativement stables sur les dernières années. Alors que pour respecter nos objectifs climatiques, il faut vraiment que les émissions baissent, y compris à court terme. Et dans les politiques publiques qui sont mises en place, mon sentiment, c'est que on va pas du tout assez vite, en tout cas par rapport aux enjeux et par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, et notamment parce qu'il y a une vision assez globale de transition qui va fonctionner via la technologie et qui est qu'une partie de la solution, mais qui est pas suffisante. Donc on prend beaucoup de retard sur nos objectifs à cause de cela, parce que sur toute la partie sobriété, comment se déplacer différemment, comment organiser les transports, l'aménagement du territoire, etc. de manière différente, comment repenser les mobilités, avoir une vision des mobilités qui est différente, qui est plus sobre. Et bien là-dessus, pour l'instant, on a assez peu d'ambition, assez peu d'actions mises en place par rapport à l'urgence de la situation. D'accord, ok. Donc on n'est pas très avancé. C'est quoi ton sentiment du coup là-dessus ? T'es plutôt optimiste ? T'as l'impression que c'est quand même envisageable dans les prochaines années, décennies, d'avoir un vrai virage, ou est-ce que t'es plutôt pessimiste ? Je sais pas si je me considère optimiste ou pessimiste. En tout cas, dans les trajectoires actuelles, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Après, l'enjeu, c'est justement qu'on sorte de cette trajectoire qui n'est pas à la hauteur. Donc, j'ai pas envie d'espérer ou de laisser le message, en tout cas, que ce sera forcément le cas dans les années à venir, qu'on sera toujours en retard. Après, s'il n'y a pas de rupture par rapport aux politiques actuelles, par rapport à la manière dont on approche le sujet, c'est sûr qu'on gardera ce retard dans les années à venir. Donc en tout cas, sans rupture forte par rapport à ce qui est fait actuellement, on va continuer à louper nos objectifs climatiques au moins à court terme. Et à plus long terme, ça dépend aussi comment on restructure les choses, comment à la fois d'un point de vue sobriété et technologie, on se met plus sérieusement au sujet, comment on accélère la transition sur tous les leviers qu'on peut actionner dans les transports et puis aussi dans les autres secteurs de l'économie qui doivent aussi se décarboner. Okay, j'aimerais bien qu'on reparle un peu de ces ruptures, du coup, si tu en as en tête après dans la suite de l'épisode. Mais du coup, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu sur quoi tu travailles et comme ça, on partira un peu de là pour découler un peu sur le thème de l'hydrogène. Moi je suis Aurélien Bigot, chercheur sur la transition énergétique des transports, et j'ai notamment fait une thèse que j'ai rendue fin 2020 sur ce sujet-là, qui s'appelle Les transports face aux défis de la transition énergétique, exploration entre passé et avenir, technologie et sobriété, accélération et ralentissement. Donc ça, c'est le sous-titre de la thèse, et l'idée qu'il y a derrière, c'est entre passé et avenir. Okay. C'est le fait de regarder historiquement quelles ont été nos tendances
sur l'énergie, sur les émissions de CO2, sur les transports de manière générale, pour mieux comprendre à l'avenir aussi comment elles pourraient être modifiées pour notamment atteindre nos objectifs climatiques. Exploration entre technologie et sobriété, c'est un peu plus la partie quel levier on a à disposition pour réduire les émissions et comment ils ont évolué justement par le passé, comment d'ici 2050 on peut s'en saisir pour atteindre nos objectifs. Et puis la partie exploration entre accélération et ralentissement, c'est pour étudier un petit peu plus la question de la vitesse, notamment vitesse des mobilités et comment ça influence nos pratiques de mobilité, qui influencent en retour les émissions de CO2. Et puis après la vitesse dans la transition de manière générale, la transition interroge, disons, des questions de vitesse par d'autres aspects aussi. Typiquement, on est sur une urgence de la situation climatique, une urgence climatique qui demande d'accélérer par certains aspects, et en même temps, il y a besoin de ralentir les consommations énergétiques, les émissions de CO2, etc. Donc, il y a aussi finalement de manière plus large sur la transition des questions du rythme de déploiement, du rythme des transformations à mener, avec un conflit toujours entre une urgence à aller beaucoup plus vite et en même temps tous les questionnements que ça peut engendrer d'aller de plus en plus vite aussi, quoi. En tout cas, le retard qu'on voit actuellement montre qu'on a du mal à accélérer suffisamment vite, en tout cas sur beaucoup des leviers de cette transition. Et puis après, du coup, j'ai fait pendant un petit peu plus d'un an, j'ai travaillé sur les scénarios transition 2050 de l'ADEME, où l'objectif était aussi de se projeter à 2050 pour voir comment, avec des scénarios très contrastés, on peut réussir à atteindre notre objectif de neutralité carbone en France à l'horizon 2050. Et puis depuis le début de l'année, je suis chercheur associé à une chaire, donc la chaire énergie et prospérité, puis je suis un chercheur indépendant aussi par ailleurs pour d'autres activités. Ok, c'est quoi la part du transport du coup dans ce besoin de transformation pour l'objectif 2050? En gros, les transports, c'est de l'ordre de un tiers des consommations d'énergie, un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France. Si on inclut aussi en fait le transport international, donc à la fois l'aérien et le maritime, on est sur cet ordre de grandeur d'un tiers des émissions. Donc c'est le principal secteur émetteur de gaz à effet de serre en France. Et puis c'est aussi le seul pour lequel la trajectoire n'est pas déjà résolument à la baisse sur les dernières années, ou si on se compare à 1990, en gros les autres secteurs ont baissé leurs émissions depuis et les transports ont été à la hausse jusqu'au début des années 2000, avant une petite baisse temporaire qui cache un peu d'autres effets en réalité, notamment des biocarburants qui en réalité sont pas zéro émission. Et puis finalement la tendance des dernières années, ce sont des émissions relativement stables, à part l'effet Covid qui temporairement a fait chuter les émissions, mais depuis elles repartent à la hausse. Donc on a en tout cas des tendances qui sont assez loin de l'objectif de forte baisse des émissions qui était prévu dans la stratégie nationale bas carbone, y compris pour les tendances de court terme. D'accord. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est de voir l'hydrogène comme vecteur énergétique, comme réactif, mais plutôt comme vecteur énergétique dans cet épisode. Comment est-ce que ça participe du coup à cette transformation? Le premier truc que j'ai remarqué quand j'ai préparé cet épisode, c'est qu'en fait, l'hydrogène a une place médiatique qui est importante sur le développement. On en parle beaucoup comme parfois d'une solution un peu salvatrice, comme on l'a dit sur la fusion nucléaire pendant longtemps. Et en fait, en regardant les chiffres opérationnels, en fait, il y a 22 bus en France, il y a 2 poids lourds et il y a 800 véhicules, quoi. Oui, c'est ça. Ça paraît dérisoire, surtout quand tu parles de un tiers des émissions de CO2 de l'ensemble du pays. Pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage? Et pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage entre l'opérationnel et l'engouement médiatique autour? Bien, selon moi, c'est parce que l'hydrogène convient très bien dans le récit global de transition, d'une transition qui serait essentiellement technologique et pour laquelle on n'aurait pas besoin de revoir les usages. Une grosse partie de cette transition, c'est de promouvoir la voiture électrique.
qui sera la principale technologie utilisée pour tous les modes notamment de courte distance, pour la voiture qui représente quand même le gros des émissions, en gros la moitié des émissions des transports. Et du coup, il y a cette promotion de la voiture électrique qui doit s'associer avec autre chose qui est l'hydrogène dès qu'on passe sur des véhicules plus lourds, des plus longues distances, etc. Là où l'électrique est pas forcément envisageable. Après, on verra selon les progrès sur les batteries à quel point il y aura des contraintes sur les batteries. À ce moment-là, potentiellement sur la plus longue distance aussi, l'électrique pourrait aussi dominer parce que l'hydrogène a ses inconvénients. On y reviendra. Mais du coup, c'est voilà une transition qui serait menée sur des changements de technologie. Et en plus, l'hydrogène porte un peu cet espoir qu'il y ait encore moins de changements d'usage, dans le sens où pour l'électrique, il y a besoin il y a des limitations sur l'autonomie des véhicules, sur les temps de recharge, etc., qui nécessitent dans tous les cas de changer au moins en partie un peu les usages, alors que sur l'hydrogène, on peut espérer finalement avoir le même type de recharge énergétique qu'avec le pétrole. Donc ça prend quelques minutes ou un temps très bref de pause. Donc on pourrait s'imaginer, en tout cas sur le papier, que on remplacerait le pétrole par de l'hydrogène sans changer les comportements, et ce serait un transport tout à fait vert, etc. Mais sauf que quand on regarde de manière d'un peu plus près les potentiels de l'hydrogène, on se rend compte qu'il y a tout un tas de limites, d'autant plus à court terme, pour réussir à développer ça de manière vertueuse dans les transports. Ok. Pour comprendre un peu toute cette partie, pourquoi est-ce que c'est un carburant ou au moins un vecteur énergétique qui peut remplacer le pétrole plus facilement que l'électricité pour les usages actuels? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce que c'est que l'hydrogène, où est-ce qu'on le récupère ou comment on le fabrique, et voilà, commencer par ça. Oui, alors en effet, l'hydrogène, c'est un élément tout d'abord qui est extrêmement abondant sur Terre. C'est l'élément qui est le plus petit, mais aussi le plus abondant dans l'univers. Il va être présent à la fois dans l'eau, H2O, le H c'est de l'hydrogène, et puis dans tout un tas de molécules aussi. Il va être intégré dans la formule de diverses molécules, dont les hydrocarbures, etc. Donc dans le pétrole, le gaz, etc. Et puis quand on parle d'hydrogène, en tout cas dans la transition énergétique, déjà en général on parle plutôt de la molécule de dihydrogène, mais par simplification on parle d'hydrogène. Il y a un peu deux potentiels pour l'hydrogène d'utilisation. Soit on peut l'utiliser comme un réactif, c'est-à-dire qu'on va fabriquer un produit qui nécessite notamment de l'hydrogène pour sa fabrication, notamment quand on parle d'ammoniac qui est produit pour faire des engrais chimiques. Et bien à ce moment-là, il y a besoin d'hydrogène. Donc ça, c'est une des utilisations actuelles, par exemple de l'hydrogène, par exemple dans le raffinage des carburants aussi, il y a besoin également d'hydrogène. Et après, la principale manière la principale évocation de l'hydrogène dans la transition énergétique, cette fois-ci, ça va être en tant que vecteur énergétique, c'est-à-dire que on va produire de l'hydrogène via notamment le principal procédé qui est mis en avant, c'est via l'électrolyse de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, c'est surtout produit à partir d'énergie fossile, donc ça émet du CO2. Si jamais on développe l'électrolyse de l'eau, c'est qu'en gros, on casse la molécule d'eau. Comme je le disais tout à l'heure, la molécule d'eau, c'est H2O, il y a de l'hydrogène dedans. Et du coup, on casse cette molécule pour en récupérer l'hydrogène qui va ensuite être utilisé, alors soit dans les transports, soit dans les usages actuels qu'on a dans le secteur industriel, soit pour décarboner d'autres processus industriels qui aujourd'hui fonctionnent avec des énergies fossiles, ou bien encore de servir à plus long terme éventuellement pour être intégré dans des réseaux de gaz, pour servir un petit peu comme stockage d'électricité sur plutôt longue période, pour utiliser les surplus d'électricité à ce moment-là pour produire de l'hydrogène. Donc il y a un peu diverses utilisations de ce type-là qui peuvent être envisagées pour l'hydrogène, en tout cas dans la transition énergétique. Et alors pourquoi est-ce qu'on parle de
d'hydrogène carboné et d'hydrogène décarboné? Alors parce que, comme je le disais, l'hydrogène aujourd'hui, comme on le trouve assez peu en fait à l'état naturel dans la nature, avec des gisements qu'on pourrait exploiter. Alors c'est quelque chose qui existe mais qui est assez marginal. Donc il faut le produire. C'est pour ça qu'on parle de vecteur énergétique et non pas d'une source d'énergie qu'on trouve directement dans la nature. Donc il faut le produire soit à partir d'énergie fossile, essentiellement. C'est essentiellement le cas actuellement. Au niveau mondial, c'est 99,3% de l'hydrogène qui est produit à partir d'énergie fossile. Le principal procédé, c'est ce qu'on appelle le vaporeformage du méthane, c'est-à-dire que le méthane, sa formule c'est CH4. Et bien de nouveau il y a du H dedans, CH4 c'est il y a de l'hydrogène dedans. Et bien on va craquer en gros cette molécule de méthane pour en ressortir l'hydrogène ou le dihydrogène qui va être utilisé après voilà pour diverses utilisations. Donc ça c'est un peu la principale méthode aujourd'hui qui sert à produire de l'hydrogène. Sinon ça peut être aussi produit une sorte de coproduit à partir du pétrole ou du charbon. Donc ça c'est d'autres formes de production qui génèrent aussi beaucoup de CO2. Et après les autres formes au niveau mondial qui permettent pour le coup d'avoir de la production d'hydrogène bas carbone, où pour le coup il y a moins d'émissions de CO2, ça va être soit en faisant les mêmes processus de fabrication que ceux que je viens d'évoquer, donc à partir d'énergie fossile, mais où on ferait du captage et du stockage du carbone. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de laisser le CO2 s'échapper, on va le capter et puis après on va l'enfouir sous terre, etc., à des endroits où il sera confiné, où il sera pas libéré dans l'atmosphère. Et ça, en gros, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 0,7% de la production d'hydrogène qui est faite à partir d'énergie fossile, mais associée à ce captage et stockage du CO2. Et puis en gros, là, comme j'ai dit, 99,3 plus 0,7, on est déjà en gros à 100%, mais il y a une petite partie quand même aujourd'hui qui est déjà faite avec l'autre processus que j'évoquais d'électrolyse de l'eau. En 2021, au niveau mondial, c'était 0,04% de l'hydrogène produit qui était fait à partir d'électrolyse de l'eau. Et donc ça, c'est en général la principale. Et c'est celui qu'on utilise dans toutes les déclarations. C'est la principale technique qui est envisagée à l'avenir, notamment pour les plans français de développement de l'hydrogène. C'est essentiellement via l'électrolyse de l'eau. Et à ce moment-là, ça demande de l'électricité et de l'eau. Et du coup, il faut que l'électricité qui soit utilisée soit de l'électricité bas carbone aussi, si jamais on veut que l'hydrogène qu'on produit après soit bas carbone également. Si jamais on produit à partir d'électricité fortement carbonée, eh bien on aura au final une production d'hydrogène qui restera fortement carbonée aussi. Donc ça veut dire qu'un des préalables déjà pour avoir de l'hydrogène bas carbone, c'est que on ait des quantités d'électricité à libérer pour cette production d'hydrogène, qui est de l'électricité bas carbone aussi bas carbone que possible. Donc pour réussir vraiment à ce que le bilan carbone soit plutôt bon sur l'ensemble après de l'utilisation du cycle de vie. Donc si je résume, si on veut un hydrogène décarboné, il faut que ce soit produit à partir d'énergie renouvelable ou éventuellement nucléaire, si tu le comptes dedans. Et si le mix de production énergétique dans le pays est déjà carboné, donc par exemple produire de l'hydrogène en Allemagne où le mix électrique est très carboné, parce qu'il y a des centrales à charbon, etc., ça n'a aucun sens. En tout cas, oui, actuellement, en effet, si soit on est sur des processus de production d'hydrogène qui sont carbonés, soit on est sur de l'électrolyse de l'eau, mais potentiellement avec une électricité assez fortement carbonée. Alors à la limite en France, on a une électricité assez largement bas carbone, donc si on fait avec le mix électrique moyen, à ce moment-là, on peut avoir un hydrogène qui est relativement bas carbone dès aujourd'hui, mais aujourd'hui, l'électrolyse de l'eau, c'est pas encore vraiment en développement, donc c'est dans les projets, dans les projections, etc. Mais il n'y a pas encore de production significative sur l'électrolyse de l'eau en France. Donc il y a tout ça qui est à développer en effet pour espérer pouvoir utiliser de l'hydrogène, que ce soit dans les transports ou ailleurs, qui présente un véritable intérêt climatique. Et c'est ça un peu la première urgence,
c'est de réussir à avoir de la production bas carbone et que en première utilisation aussi, ce soit déjà de décarboner les usages actuels de l'hydrogène. Donc comme j'évoquais tout à l'heure, pour le raffinage, pour la production d'engrais ou encore pour la chimie, il y a déjà aujourd'hui des consommations d'hydrogène dans l'économie qu'il faut réussir à décarboner au plus vite. Et ça va être ça la priorité pour réussir à réduire les émissions de CO2, c'est avant tout de faire en sorte que cet hydrogène déjà utilisé soit décarboné autant que possible. Avant même de l'utiliser pour d'autres applications comme par exemple les transports. C'est ça, parce que si on développe dès aujourd'hui beaucoup de consommation d'hydrogène par exemple dans les transports, on est à peu près assuré que les seuls gisements d'hydrogène, entre guillemets, pas gisements, mais en gros les seules productions d'hydrogène qu'on va trouver sur le marché, ce sera de l'hydrogène carboné. Donc au final, à court terme, ça n'aura pas d'intérêt. Donc soit on se dit, ça vaut le coup de développer dès maintenant un petit peu certains usages, de faire des tests sur la technologie, de gagner un peu en recherche, développement, etc. Ce qui peut avoir son intérêt, mais il faut que ça reste dans des volumes qui sont limités pour que à la fois on fasse ces gains un peu de recherche, d'apprentissage dès maintenant, mais que ça ne soit pas à des niveaux où après on s'empêche, on ait des niveaux de consommation d'hydrogène qui soient trop importants pour être décarbonés dans un laps de temps relativement court. Créer des dépendances, donc ça veut dire il faut réussir à amorcer la filière, mais pas trop rapidement, parce que sinon on risque de rester coincé avec des consommations d'hydrogène qui sont produites à partir d'énergie fossile ou de manière générale avec beaucoup d'émissions de CO2, si c'est avec de l'électrolyse de l'eau qui utilise de l'électricité aussi fortement carbonée en France selon à quel moment c'est produit ou dans quelle situation, ou bien encore plus à l'étranger quand ils ont des mix électriques peu vertueux du point de vue CO2. Et toi qui travailles du coup sur la partie transport, ayant dit ça, est-ce que tu milites du coup pour freiner le développement de la filière hydrogène ? Pour le freiner, peut-être pas à ce point-là, parce que en fait, ça va, en tout cas, ça va dépendre sur quel type d'utilisation. Il y a vraiment des types d'utilisation qui pourront être intéressants pour l'hydrogène, et à ce moment-là, amorcer la filière, ça me paraît pas forcément être complètement une mauvaise idée. Par contre, il y a en gros, l'hydrogène viendra se développer en complément de l'électrique, notamment par exemple sur les véhicules routiers. Si l'électrique est pertinent, il faut le privilégier pour deux raisons. Parce que d'un point de vue climatique, la production d'électricité en France aujourd'hui est déjà assez largement décarbonée, donc ça veut dire que d'un point de vue CO2, on a bien plus d'intérêt aujourd'hui à utiliser des technologies électriques que des technologies à hydrogène qui aujourd'hui est, comme je le disais, très majoritairement carbonée. Et la deuxième raison, c'est que si on veut utiliser de l'hydrogène, c'est moins efficace d'un point de vue énergétique de manière globale que d'utiliser directement de l'électricité, parce que si jamais on produit cet hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire qu'à la base on a besoin d'électricité qu'on va transformer ensuite en hydrogène via l'électrolyse de l'eau, quand on va casser cette molécule d'eau pour produire de l'hydrogène, puis ensuite l'hydrogène on va l'utiliser dans un véhicule où on peut utiliser deux types de technologies différentes. Soit on va utiliser l'hydrogène dans une pile à combustible, c'est-à-dire que cette pile à combustible, elle va retransformer cet hydrogène en électricité, c'est la réaction inverse en gros de l'électrolyse de l'eau. Et après cette électricité... Et donc là, on aura en fait créé juste un stockage. Donc en fait, cette partie-là permet juste de créer un stockage via de l'hydrogène. Exactement. Et après, du coup, on et la deuxième, du coup, c'est un carburant. L'électricité pour l'utiliser dans un véhicule électrique. Donc ça veut dire que là, en fait, on utilise un véhicule électrique, mais sauf qu'au lieu d'être alimenté par de l'électricité qui a été stockée dans une batterie, eh bien, l'électricité a été stockée, disons plutôt dans l'hydrogène, quoi. En tout cas, ça nécessitait ces transformations-là. Et l'autre technologie qui est possible, c'est d'utiliser directement l'hydrogène dans un moteur à combustion interne, comme on en a aujourd'hui pour le pétrole, pour l'essence, pour le diesel. Et à ce moment-là, ce sont des moteurs qui globalement sont assez peu efficaces d'un point de vue énergétique. Il y a beaucoup de pertes énergétiques, donc pareil sur l'ensemble du cycle de vie, le rendement énergétique va être assez mauvais. Si on prend le cas
de la pile à combustible, en gros, il faudra 2,3 fois plus d'électricité en ordre de grandeur en utilisant l'électricité avec transformation vers l'hydrogène que si jamais on utilise l'électricité directement dans un véhicule à batterie. Donc ça veut dire que les parce qu'effectivement on a des pertes à chaque transformation. Comme il y a beaucoup de pertes, ça demande plus d'électricité à la base pour faire un même nombre de kilomètres. Donc c'est très inefficace d'un point de vue énergétique, mais aussi d'un point de vue économique, parce que forcément ça va demander plus en termes de coûts énergétiques. Et aujourd'hui, les véhicules hydrogène sont bien moins nombreux et bien plus coûteux aussi que les véhicules électriques. Alors déjà qu'on parle beaucoup du coût important des véhicules électriques, etc. Mais si on passe à l'hydrogène, notamment pour les voitures, c'est encore pire. Et en gros, par exemple, les voitures ne seront pas pertinentes pour les véhicules pour l'hydrogène. Donc ça, c'est vraiment dans les usages pour lesquels je ne vois pas du tout l'intérêt de développer l'hydrogène. Et je suis clairement loin d'être le seul à penser ça. Et là, pour le coup, il faut vraiment éviter qu'il y ait des fausses solutions de ce type-là qui se mettent en place, parce que déjà qu'on a très très peu d'hydrogène décarboné aujourd'hui, qu'il faudra vraiment le réserver pour les secteurs pour lesquels il est le plus important, le plus indispensable, et la priorité, c'est vraiment l'industrie. Et puis même au sein des transports, si on développe de l'hydrogène dans les transports, ça devra aller en priorité vers des modes de transport qui n'ont pas d'alternative plus vertueuse que ça. Et du coup, pour les voitures ou encore pour les vélos, les deux roues motorisés, l'hydrogène ne sera pas pertinent, ce sera plutôt l'électrique. À ce moment-là, il ne faut pas développer ce type de véhicule à hydrogène. Du coup, pour continuer dans cette mouvance, quelles sont les applications dans les transports pour lesquelles ça pourrait être intéressant? Alors pour les transports, là où ça pourrait avoir sa pertinence, en gros, c'est quand l'électrique, comme je le disais, n'est plus pertinent. C'est par exemple quand on part sur des véhicules qui sont à la fois plus lourds et qui font des plus longues distances. Donc c'est-à-dire que là, l'autonomie avec des batteries sera plus difficile à obtenir, ou bien ça va poser des contraintes en termes de recharge par rapport à l'utilisation de ces véhicules. Donc par exemple, davantage dans les poids lourds, c'est plus un usage qui pourrait être plus facilement pertinent pour l'hydrogène que pour l'électrique. Après, ça dépendra un peu en termes de prospective aussi de comment évolueront les marchés, comment est-ce qu'il y aura des contraintes par exemple sur les ressources ou sur les batteries, sur leurs coûts, comment ça va évoluer à l'avenir, et du coup à quel point les arbitrages entre électrique et hydrogène vont évoluer à l'avenir. Et puis après, dans les autres utilisations sur les transports qui pourraient être plus intéressants, alors il y a des discussions éventuellement sur les bateaux, sur les avions, est-ce qu'il y aura une partie avec de l'hydrogène? C'est pas forcément très évident, quoi. En gros, dans les avantages et inconvénients de l'hydrogène, il y a un point important qui est la question de la densité énergétique aussi de l'hydrogène, c'est-à-dire que par unité de poids, pour 1 kg d'hydrogène, on a une très bonne quantité d'énergie, plus importante que pour le pétrole, et en l'occurrence avec 1 kg d'hydrogène, on peut faire de l'ordre de 100 km avec une voiture. Donc si on imagine que la voiture hydrogène était une bonne solution, avec 1 kg d'hydrogène, on fait plus de kilomètres qu'avec 1 kg de pétrole. Donc ça, c'est le bon côté d'un point de vue densité énergétique, mais le mauvais côté, c'est que c'est un gaz qui prend énormément de place, et que même si jamais on liquéfie cet hydrogène, donc c'est à une température extrêmement basse, de mémoire ça doit être dans les moins 250 degrés, quelque chose comme ça, et bien même de l'hydrogène liquéfié va encore prendre de l'ordre de 3 fois plus de place que du pétrole. Donc ça veut dire que il faut par exemple revoir la forme des avions, revoir à quel endroit on va stocker l'énergie dans un avion si on veut développer un avion à hydrogène. Si jamais on veut remplacer l'hydrogène pour du maritime sur la longue distance, les volumes d'hydrogène à emporter seraient tellement énormes qu'en gros ça va pas être facile, voire pas être possible d'avoir de l'hydrogène pour le maritime sur longue distance. Donc potentiellement pour ces transports-là qui ont assez peu d'alternatives et pour lesquels l'électrique n'est pas non plus vraiment adapté non plus, l'hydrogène pourrait servir indirectement, tout comme du coup l'électrique pourrait servir indirectement. En gros, il faudrait
à partir de l'électricité, produire de l'hydrogène via l'électrolyse de l'eau, puis à partir de cet hydrogène, le combiner avec du CO2, donc ça veut dire qu'il faut qu'on récupère du CO2 pour en gros fabriquer des carburants de synthèse notamment, qui pourraient être utilisés dans ces transports. Donc on parle de carburants synthétiques par exemple pour le transport aérien, on parle de méthanol aussi pour le maritime, ça pourrait être éventuellement l'ammoniac qui est évoqué également, qui est aussi un des dérivés de l'hydrogène, qui est produit aussi à partir d'hydrogène pour le maritime. Donc il y a de manière dérivée finalement l'hydrogène pourrait servir pour ces modes de transport-là, mais c'est en termes de rendement énergétique, c'est encore pire que l'hydrogène, puisqu'il y a encore des transformations en plus après l'hydrogène pour pouvoir l'utiliser dans ces modes de transport. Et du coup, ça veut dire que comme le rendement est encore moins bon sur la chaîne énergétique, il faut que l'électricité à la base soit encore davantage décarbonée pour qu'à la fin, on ne soit pas avec un bilan carbone qui soit trop mauvais pour ces modes de transport. Donc ça veut dire que, en tout cas pour ces modes, et notamment pour l'aérien qui n'a pas beaucoup d'autres alternatives, c'est aussi la sobriété avant tout qui doit prendre le dessus, et c'est finalement la même chose aussi sur les autres modes très clair de transport. Mais comme on a peu d'alternatives technologiques vraiment prêtes dès aujourd'hui, alors qu'il faut baisser les émissions dès aujourd'hui à des rythmes de baisse qui sont extrêmement forts, on parle de l'ordre de moins 5% si on veut atteindre les 1,5 degrés, voire encore plus selon les analyses. Donc si on veut baisser à ce rythme-là les émissions des transports, on voit bien que l'hydrogène en tout cas sera assez largement insuffisant, ou il peut servir que à plus moyen ou même plus long terme, si on arrive suffisamment à décarboner la production, mais en tout cas à court terme c'est d'une utilité assez limitée. Ça amène à une question que j'avais en tête là. Depuis le début, tu as quand même beaucoup parlé au conditionnel encore, alors qu'on en parle comme si c'était une énergie du présent, vraiment, un vecteur énergétique du présent, l'hydrogène. Je peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec la fusion nucléaire dont j'ai parlé avec Greg de Temmerman, où en fait on dit depuis 70 ans, la fusion c'est pour dans 20 ans, c'est pour dans 30 ans. Est-ce qu'on a un horizon assez clair sur la techno de l'hydrogène et sur les horizons de développement, sur ce qu'on pourrait en faire dans les 10, 15, 20 prochaines années? Alors, il y a quelques horizons, notamment dans le plan français de l'hydrogène. Il est prévu qu'à l'horizon 2030, notamment la moitié de l'hydrogène soit de l'hydrogène bas carbone, donc produit à partir d'électrolyse de l'eau. Donc ça veut dire déjà à ce moment-là on aura davantage une part quand même significative de l'hydrogène produit si jamais ce plan fonctionne bien. Bien sûr, il faut après d'ici là que ça fonctionne comme c'est prévu dans les plans. On aura quand même une part significative d'hydrogène bas carbone. Après, ça veut dire il y aura quand même une autre moitié qui sera toujours produite à partir d'énergie fossile. Donc à l'horizon 2030, on sera pas encore complètement décarboné. Donc toute consommation supplémentaire d'hydrogène, que ce soit dans les transports ou ailleurs, on n'est pas assuré à ce moment-là que ce sera de l'hydrogène qu'on pourra qualifier de bas carbone. Donc ça c'est un peu un ordre de grandeur à cet horizon-là. Si on regarde dans l'utilisation dans les transports, aujourd'hui elle est assez faible. Si je donne juste deux ordres de grandeur au niveau mondial en 2021, c'est que on avait à la fois donc la production d'hydrogène à partir d'électrolyse de l'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était de l'ordre de 0,04% de l'ensemble de l'hydrogène produit, et l'hydrogène en tant qu'énergie dans les transports, c'était que 0,003% des consommations d'énergie des transports à ce moment-là. Donc l'hydrogène, tout hydrogène confondu, donc y compris essentiellement de l'hydrogène carboné. Donc ça veut dire que si je reprends encore un autre pourcentage, qu'on multiplie les deux, l'hydrogène bas carbone utilisé dans les transports en 2021 dans le monde, c'était 1/1000%. Donc on voit bien qu'on en parle quand même bien plus sa part réelle qu'il y a aujourd'hui dans le mix énergétique. Donc cette part, elle va forcément beaucoup augmenter, mais il faut bien voir de quel niveau on part pour s'imaginer quelles sont les perspectives en termes de baisse d'émissions qu'on peut espérer de cet hydrogène bas carbone dans les années à venir. Donc ça
ça pourra avoir son rôle, mais pour moi, c'est déjà davantage à partir de 2030, quoi, au-delà de 2030 que ça pourra l'être. Et puis d'ici là, potentiellement, le contexte aura changé sur pas mal d'éléments, que ce soit sur les technologies, sur l'urgence climatique, parce qu'on aura eu des conséquences encore plus fortes que celles qu'on connaît aujourd'hui. Du coup, peut-être que voilà, l'hydrogène, ça nous paraîtra peut-être être un peu moins la priorité, ou peut-être qu'au contraire, sur l'électrique, il y aura eu un peu plus de contraintes et on se dira que ce sera un complément très utile si jamais d'ici là, en termes de coûts, en termes de technologie, ça évolue dans le bon sens. Donc c'est pour ça que je mets un peu de prudence dans mes propos, parce que aujourd'hui, on est tellement au démarrage de la filière, notamment sur la partie transport, que la manière dont ça va évoluer est encore soumis à pas mal d'incertitudes sur les prochaines années. Après, j'ai l'impression que ça suit un peu ce qu'a vécu aussi le solaire. On en a parlé énormément, alors que c'était moins de 1% pendant des années. Aujourd'hui, ça commence à grandir. Il me semble qu'en France, on est plutôt autour de 4-5%. Et ça commence à se maturer un peu, mais j'ai quand même l'impression que ça suit un peu le même modèle. Je sais pas si c'est quelque chose sur lequel t'as un recul ou pas. Oui, c'est en tout cas comme beaucoup de technologies ou de nouveautés qu'on peut avoir, c'est vrai qu'il y a un engouement de départ qui peut être important. Après, ce qui est important, c'est que ça prenne pas une place bien supérieure au potentiel que peut apporter la technologie. Moi, qu'on parle d'hydrogène dans les transports, je trouve ça tout à fait pertinent tant que on le voit pas comme la solution magique qui viendra nous sauver et qui empêche de parler de sobriété, etc. Parce que c'est beaucoup comme ça que l'argument de l'hydrogène a été utilisé, que ce soit à la fois pour les quelques projets de voitures à hydrogène qu'on voit, ce sont souvent des projets de voitures de luxe, etc., extrêmement consommatrices d'énergie, qui sont absolument pas sur la sobriété, absolument pas alignés avec nos enjeux de sobriété énergétique, avec nos enjeux énergétiques de manière plus générale, ou qu'on regarde aussi du côté du transport aérien, où l'avion à hydrogène a été beaucoup utilisé comme un moyen de communiquer sur l'avion vert, l'avion du futur, etc., qui sera décarboné. Quand on regarde d'un peu plus près à la fois les contraintes sur la production d'hydrogène, mais aussi les contraintes sur le développement d'un avion à hydrogène, on voit bien que ce sont plus des effets de communication que vraiment un moyen pour l'hydrogène dans les toutes prochaines années d'être un avion soi-disant vert. Donc c'est vraiment ça le plus problématique pour moi dans l'hydrogène et dans le fait qu'il est un peu surcoté par rapport à ce qu'il peut apporter, c'est le fait de détourner d'autres efforts ou d'autres évolutions, d'autres mesures qu'il faut mettre en œuvre pour réussir la transition énergétique. Et c'est un peu comme ça que je concluais d'ailleurs mon article sur l'hydrogène, où je disais que en gros, si l'hydrogène sert à cacher par ailleurs les besoins de sobriété, les autres technologies qui sont plus pertinentes sur certains segments, comme je parlais tout à l'heure de la voiture ou des vélos, etc., l'hydrogène pourrait faire plus de mal à la transition énergétique que de bien si jamais justement ça cache où sont les vrais sujets. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que à peu près le même jour où je publiais cet article-là, il y avait un édito de la revue Nature qui disait en gros la même chose sur le fait que en gros c'était overhyping hydrogen as a fuel, donc en gros avoir une hype trop forte de l'hydrogène comme carburant ou comme énergie du futur, en gros ça va décaler nos objectifs climatiques, ou en tout cas ça va nous empêcher d'atteindre nos objectifs climatiques dans les temps. Donc c'était un message très clair aussi sur le fait que certes l'hydrogène peut apporter certaines choses, mais qu'il faudrait pas trop le mettre en avant de façon trop forte, sinon on va louper où sont les vrais débats, et c'est un peu le problème des débats actuels sur l'hydrogène dans les transports de manière plus générale. En début d'entretien, là, tu me parlais des ruptures à créer. Alors, au niveau du gouvernement, des décisions à prendre, est-ce que ça fait partie de ça? C'est quoi les autres? Alors, en gros, sur les transports et sur la transition énergétique des transports, la stratégie nationale bas carbone, elle fixe 5 grands leviers sur lesquels on peut agir pour réduire les émissions. Et le 5e et dernier levier, c'est de décarboner l'énergie, donc de passer du pétrole à d'autres énergies. Et c'est un peu là-dedans que s'inscrit l'hydrogène. Il y a aussi du coup l'électrique, le biogaz ou les biocarburants,
qui peuvent être une partie de la solution sur ce 5e levier. Mais après, les 4 leviers précédents, ce sont des leviers qui permettent de réduire les consommations d'énergie dans les transports. Et c'est vraiment ça la priorité. Et plus on veut prendre le problème des transports à la base, plus il faut agir même sur les premiers leviers parmi les 5. Et donc finalement le 5e et dernier levier, de croire qu'on pourra juste se passer du pétrole et le remplacer par autre chose pour faire cette transition énergétique, c'est un peu prendre le problème en bout de chaîne et espérer que la technologie viendra nous sauver sans changer plus globalement tout ce qu'il y a avant et tout ce qui structure les fortes consommations d'énergie, les fortes consommations de ressources et du coup les fortes émissions qu'il y a dans les transports. Et en gros, du coup, les 4 leviers qu'il y a avant ça, le premier, c'est le levier de la modération de la demande de transport. La demande de transport, c'est combien on fait de kilomètres pour les voyageurs, combien il y a de tonnes kilomètres transportées pour les marchandises. Et ça, historiquement, ça a été le principal levier à la hausse et le principal levier qui a entraîné la hausse des émissions de manière générale. Si on prend un recul historique fort, en France, on a multiplié par 10 à 12, en gros, nos distances parcourues depuis 2 siècles. Et en fait, sur les dernières décennies, on a continué à augmenter les distances parcourues. C'est encore le cas, par exemple, pour les transports aériens. Et c'est ça qui porte à la hausse les émissions des transports. Donc déjà, il faut, en termes de rupture, déjà changer de vision sur ce premier levier-là, essayer d'arrêter de souhaiter finalement toujours plus de trafic, toujours plus de demandes de transport, parce que ça a des implications en termes de hausse d'émissions et puis aussi de hausse finalement d'autres consommation de ressources, consommation d'énergie, d'autres externalités des transports, par exemple l'accidentologie, plus il y a de trafic, plus il y a d'accidents, plus il y a de trafic en voiture, etc., plus ça prend de place, d'espace public ou même de place pour les infrastructures de transport, etc. Donc il y a beaucoup d'impacts qui sont liés à ça. Le deuxième levier qui est beaucoup lié à la demande de transport, c'est ce qu'on appelle le report modal, c'est à quel point c'est quel mode de transport on utilise en gros. Et si on veut faire un report modal qui va dans le sens de la transition énergétique, du coup il faut moins utiliser la voiture et l'avion et davantage des modes plus vertueux tels que les transports en commun ou la marche, le vélo, qui sont du coup des modes de transport moins consommateurs d'énergie et moins émetteurs de CO2. Et en fait, si on continue à avoir une vision de demande de transport en hausse où on continue à investir dans des infrastructures routières, aéroportuaires, etc., comme c'est toujours le cas actuellement, ou qu'on soutient via la fiscalité, comme c'est encore le cas actuellement, ou qu'on soutient fortement ces industries-là, etc., mais on est dans une vision où il peut pas y avoir de report modal significatif, dans le sens où on souhaite toujours que l'ensemble des modes de transport soient en croissance. Donc quelque part, il y a un peu ce problème-là aussi avec les politiques actuelles assez focalisées sur la technologie, c'est qu'il n'y a pas de remise en cause un peu de ces premiers leviers. Alors ils parlent de temps en temps de report modal en faisant la promotion du vélo ou du train par exemple, mais en réalité, comme il y a aussi la promotion des autres modes de transport, ça ne permet pas vraiment au niveau global d'avoir des reports modaux suffisamment significatifs. Après, le troisième levier de décarbonation, c'est d'améliorer le remplissage des véhicules. Et là où il y a un gros levier, c'est notamment sur la voiture avec le covoiturage, étant donné qu'aujourd'hui, les voitures sont très faiblement remplies. Donc ça, c'est aussi une autre transformation majeure à mener dans les transports, de faire en sorte que les voitures qui sont en circulation, elles soient mieux remplies, avec toutes les difficultés que ça peut impliquer, mais n'empêche qu'il y a des marges d'optimisation très fortes là-dessus. Et puis après, le quatrième levier, ça va être la réduction des consommations d'énergie des véhicules. Donc là, ça va être à la fois pour une partie, historiquement notamment, on a eu des moteurs plus efficaces, mais ça, au bout d'un moment, ça arrive un peu à ses limites une fois qu'on a exploité les différentes marges d'efficacité qu'on pouvait avoir d'un point de vue technique. Donc après, il y aura l'électrification des véhicules qui permet aussi, comme je disais, les moteurs électriques sont plus efficaces, par exemple, que les moteurs à combustion interne. Donc ça, ce sera un levier d'efficacité. Mais après, sinon, c'est aussi beaucoup sur la sobriété qu'on pourra réduire les consommations d'énergie des véhicules, que ce soit en développant, par exemple, avec l'éco-conduite, avec la baisse de vitesse sur les routes, notamment le 110 km/h sur autoroute, ça permet de réduire les consommations d'énergie par kilomètre parcouru, ou bien aussi en se tournant vers des véhicules beaucoup plus légers que ce qu'on a actuellement. Aujourd'hui, on a des voitures qui font 5 places, qui peuvent aller à 180 km/h, qui font plus d'une tonne. Quand on a des véhicules électriques qui peuvent faire plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie, etc. Et du coup, ils sont très largement surdimensionnés
par rapport aux usages du quotidien. Et si on développait plutôt des véhicules adaptés aux usages du quotidien, on pourrait avoir des véhicules bien plus sobres, voire des véhicules qu'on peut appeler un peu intermédiaires finalement entre le vélo et la voiture. Donc c'est une catégorie qui se développe de plus en plus, ces véhicules intermédiaires, et à ce moment-là qui permettent aussi de réduire fortement les consommations d'énergie par rapport à nos véhicules actuels. Donc quand on combine tout ça, ça fait qu'il y a énormément finalement de ruptures à enclencher par rapport aux tendances d'aujourd'hui, où finalement il y a des choses qui évoluent un petit peu dans le bon sens, d'autres qui évoluent plutôt dans le mauvais sens, etc. Et du coup, quand on combine les deux, ça fait des émissions relativement stables, parce que on n'a pas assez aligné tous les éléments, tous les leviers dans le même sens, dans le sens de la transition énergétique des transports et dans le sens de la baisse des émissions. Et tant qu'on est un peu sur cette vision où c'est un peu cette demi-mesure dans les politiques climatiques, dans les politiques des transports, on n'arrivera pas à la rupture qui est nécessaire, en tout cas d'un point de vue des émissions de CO2 pour atteindre nos objectifs climatiques. Ok, merci beaucoup pour tout ce point-là. Si on pouvait juste, si tu avais un point un peu positif là-dessus pour conclure sur cette énergie, sur le futur, sur est-ce qu'il y a un truc qui a été validé récemment qui est cool dans le développement de cette filière, est-ce qu'il y a un truc un peu positif qu'on peut ressortir de tout ça? Sur l'hydrogène en particulier, en tout cas le fait qu'on en parle, que ce soit mis, que ce soit une des technologies développées, a priori, moi je trouve ça bien à partir du moment où il y a un potentiel. Après, il y a un tel engouement supérieur à son réel potentiel que je suis un peu moins enthousiaste sur cette partie-là. Après, je pense que dans les facteurs d'enthousiasme ou d'optimisme sur la transition, c'est que globalement on a tendance à en parler de plus en plus. C'est quelque chose l'urgence de la situation fait que les débats avancent quand même sur certains aspects. Bon, après pas toujours au rythme nécessaire et pas toujours dans le bon sens, malheureusement, mais il y a quand même des choses qui avancent dans le bon sens. Notamment sur la transition vers le vélo, je trouve qu'en l'espace de quelques années, il y a eu des changements très forts. Et en fait, on peut se dire que sur d'autres aspects de la sobriété, il faut aussi aller pousser ça. Et c'est la combinaison d'énormément de choses en fait pour réussir à pousser de nouvelles évolutions, notamment de sobriété sur laquelle on a beaucoup de retard dans le bon sens. C'est à la fois une demande des citoyens, il y avait des associations vélo qui ont poussé dans ce sens-là, c'est globalement des changements de perception de ce mode de transport dans la population, auprès de la classe politique, dans l'image qui a été renvoyée par les médias. C'est après des politiques publiques qui donnent un soutien vers la filière, pas forcément à la hauteur encore aujourd'hui, mais au moins il y a des politiques publiques maintenant qui sont pour encourager la pratique du vélo. Et puis de manière générale, c'est un peu un engouement un peu global qui fait que après une filière peut se lancer dans la bonne direction et puis progressivement participer à la transition énergétique dans le bon sens. Donc après idéalement il faut réussir à le mettre en place aussi sur d'autres aspects de la transition énergétique pour lesquels on a plus de retard aujourd'hui, certaines questions taboues, par exemple sur la demande de transport, sur la modération du trafic aérien, etc. Il y a aussi besoin finalement que la perception qu'on en a change et puis qu'on puisse se projeter dans un avenir plus désirable aussi avec cette transition, à la fois vers plus de sobriété, puis une technologie qui se développe aussi, mais à chaque fois à l'endroit où c'est le plus pertinent et en la mettant à sa juste place. Ouais, les tabous viennent la plupart du temps des usages finalement plutôt des technos. Oui. Mais écoute, merci beaucoup Aurélien, c'était super intéressant. J'espère que ça aura plu aux auditeurs. J'en suis sûr d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous écoutez un épisode de The Big Shift. Et je vous retrouve très bientôt. Ce sera même en 2023. Salut Aurélien. Merci pour l'invitation. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre,
ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.